dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus. L'histoire des sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Le postulat qu'il y a, je crois, qui dort en quelque sorte sous l'histoire des sciences traditionnelles, c'est ceci, c'est que la vérité est là pour être connue et que pourtant l'esprit de l'homme, par la suite, par l'effet d'un certain nombre d'inhibitions ou d'obstacles, n'est pas parvenu à voir cette vérité. L'esprit de l'homme est fait pour voir la vérité et un obstacle contingent l'en empêche. Cet obstacle, ça peut être, eh bien, selon les historiens, les conditions économiques et sociales, ou ça peut être la forme des mentalités, ou ça peut être la crédulité, les vieux thèmes et mythes religieux, par exemple, ou moraux, enfin tout ceci qui constitue comme les obstacles, les écailles sur les yeux de celui qui voudrait voir. Mais en droit, l'esprit est fait pour voir, en droit, l'esprit est fait pour avoir accès à la vérité. Dans cette conception traditionnelle de l'histoire des sciences, d'une part, si vous voulez, on donne toute la créativité à l'individu, qui est en droit possesseur de la vérité, et puis on la lui retire par le système des obstacles qui viennent d'une façon tout à fait contingente l'empêcher de saisir, de formuler, de construire cette vérité à laquelle il a droit en principe. Bon. Alors, moi, le problème qui s'est posé à moi, c'était précisément un peu l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on assiste à une grande transformation scientifique? Dans une transformation scientifique, comme par exemple la naissance de la biologie au milieu du XVIIe siècle, ou la naissance de la philologie à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. C'est vrai qu'un certain nombre d'obstacles, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées toutes faites tombent et viennent à disparaître. Mais ce qui m'a frappé, c'est que une science, au moment où elle naît, non seulement se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles et d'obscurités, mais en même temps, elle supprime un certain nombre de savoirs et de connaissances existantes qu'elle occulte, qu'elle cache, comme si elle appliquait une grille nouvelle qui, tout en permettant de faire apparaître des phénomènes jusque-là cachés, cache des connaissances déjà acquises. Donc, une science, le progrès d'une science, l'acquisition d'une science, c'est pas simplement l'oubli des vieux préjugés, ce sont pas simplement les obstacles qui tombent, c'est une véritable nouvelle grille qui cache un certain nombre de choses et du coup fait apparaître. Donc, quand je critique la notion de créativité, je veux dire par là que, en fait, la vérité ne s'acquiert pas comme une sorte de création continue et cumulée, mais comme un jeu de grilles qui s'appliquent les unes sur les autres, cachées.